Aujourd'hui, nous allons décortiquer les raisons de cette vive contestation qui occupe le débat public en Côte d'Ivoire. Quels sont les arguments des partisans de cette réforme? Pourquoi une partie de la société civile, de l'opposition et même certains citoyens s'y opposent farouchement? Quelles implications pour la démocratie et le processus électoral? Restez avec nous, car dans les prochaines minutes, nous allons analyser en profondeur les enjeux et les conséquences de cette controverse. Abonnez-vous et activez toutes les cloches de notification pour ne rien rater de l'actualité. La question des parrainages qui a été instaurée en 2020 n'avait pas connu un tel niveau il n'y avait pas un tel niveau de rejet depuis 2020. Et on a constaté qu'en 2025, des partis qui sont quand même représentatifs d'une certaine opinion sur l'échiquier national, le Conseil constitutionnel estime que soit ils ont fait des parrainages frauduleux, des faux numéros d'identité et plein de choses. Et c'est un peu bizarre pour des partis qui sont assez représentatifs. Moi, je pense que les parrainages, pour le contrôle effectif du parrainage, les candidats auraient dû avoir leurs représentants au niveau du Conseil constitutionnel. Parce qu'il y a là-bas un comité technique qui a été mis en place et qui est dirigé et qui est composé essentiellement des membres du Conseil constitutionnel, directeurs des cabinets, chefs de cabinet et autres. Et pendant qu'ils vérifient ces parrainages qui leur ont été transmis par la commission électorale indépendante, il aurait fallu que les personnes qui ont déposé ces parrainages soient là pour qu'on leur dise immédiatement ce qui ne va pas. Parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas, qui apparaissent quand les partis, par exemple un candidat comme Assalé Tomoko qui dit qu'il a déposé 41 000 parrainages attestés par un PV de réception de la CEI qui a donné ce PV à la suite d'une vérification qui a duré 4 heures au niveau de la CEI. Maintenant, quand le Conseil constitutionnel dit que Assalé Tomoko n'a déposé que 33 000 parrainages, il y a un problème. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort, mais je dis qu'il y a un problème, il y a un flou qu'il faut éclairer. Est-ce que la CEI qui dit qu'elle ne joue qu'un rôle de lettre à la poste, c'est-à-dire déposer seulement ce que les candidats ont donné à la CEI, est-ce que c'est tout ce que les candidats ont donné qui est transmis à la CEI, au Conseil constitutionnel, ou est-ce que après la signature du PV, avant de transmettre, il y a d'autres manipulations qui sont faites. Donc, ça pose un problème. Finalement, je peux dire, ça c'est une opinion personnelle, je dis finalement, c'est que les gens avaient dit en 2020, c'est ça qui arrive, ça dit que le parrainage a été instauré pour éliminer, pour réduire de façon drastique le nombre de candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui, le parrainage est considéré, à titre personnel, je considère comme une arme de destruction massive contre des candidats gênants, des candidats qui ne rentrent pas forcément dans ce que certains voudraient. Moi, je pense que la question du parrainage doit être éclaircie. Il faut voir le dispositif législatif, le dispositif réglementaire. Il faut que, pour l'avenir, la Côte d'Ivoire n'instaure pas des goulots d'étranglement. Il y a des choses qui sont claires. On dit qu'il faut avoir un certificat de nationalité. On envoie le certificat de nationalité et c'est vérifiable. Mais quand les parrainages, sur la question des parrainages, ça devient vraiment compliqué parce qu'on peut en profiter pour régler tous les comptes. John Bato. D'abord, il faut dire que contester les décisions du Conseil constitutionnel, c'est une infraction. C'est pas vrai du tout. Si.
C'est pas vrai du tout. Alors, s'il vous plaît, mais Augustin, vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. De grâce, s'il vous plaît, nous sommes au début de l'émission. Quand l'un a la parole, il faut le laisser développer. Alors, vous me donnez la balle au bon. Je veux préciser que selon l'article 138 de la Constitution, toute contestation de la décision du Conseil constitutionnel, de quelque façon que ce soit, par les pouvoirs publics ou par les personnes morales, est interdite. Donc ce plateau ne sert pas... si. S'il vous plaît, j'ai pas fini de parler. Oui, je sais, pas fini de parler. Ali, tu as raison, mais vous me laissez... Augustin, vous me laissez finir. Après, vous aurez le temps de réagir. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se prononcer pour chercher à comprendre. Vous avez fait un très bon développement, Augustin Couillé, pour chercher à savoir... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un candidat comme Assalé Tiemoko passe de 40 000 à 33 000 ? On peut se poser des questions sans remettre en cause la décision, parce qu'à ce moment-là, effectivement, nous-mêmes, en tant que chaîne de télévision, on peut tomber sous le coup de cette loi. Donc, de grâce, messieurs, l'idée, c'est pas de contester, c'est de poser des questions essentielles pour la perception de nos concitoyens. Cela ayant été dit, Augustin, vous allez réagir tout à l'heure. J'avais donné la parole à Guillaume Bateau. Allez-y. C'est que j'allais citer. Voilà. C'est une infraction, simplement. Alors, quand on a dit ça, je crois que l'une des plaies de notre démocratie, c'est cette incapacité qu'ont certains hommes politiques à respecter nos institutions. Mon prédécesseur disait oui, la CEI, mais la CEI n'a rien à voir. Quand M. Assalé Tiemoko dit que lui, il a fait des vérifications pendant 4 heures, je sais pas si c'est un cas exceptionnel. On a vu le temps qu'ont duré les dépôts de candidature de tous les candidats, y compris même pour le président de la République. Ça ne dure pas 4 heures. Bah, à quel moment, lui, sa vérification dure 4 heures? Il faut qu'on soit un peu sérieux. Tout le monde, ici, en Côte d'Ivoire, y compris les candidats eux-mêmes, tout le monde a dit la CEI n'a rien à vérifier. La CEI reçoit les dossiers et les transmet au Conseil constitutionnel, dont c'est la compétence d'étudier les dossiers. Mais pourquoi on veut forcément attirer la commission électorale dans cette affaire? La CEI n'a rien à y voir. Au Conseil constitutionnel, et puis... il dit, oui, il faut que les candidats... le Conseil constitutionnel, c'est une institution judiciaire. Ce n'est pas une administration ordinaire. Une fois. Voilà. Donc, il faut que... les règles étaient connues depuis le début. Et je pense que les candidats auront accès, après, à leur dossier. Et pourront faire les vérifications quand les délais seront arrivés. Donc, il faut arrêter de tirer à U et à Dia. Non. Les parrainages, je le dis, le parrainage est une opération technique. Ce n'est pas un test de popularité. Parce qu'on entend ici, oui, tel parti est implanté, oui, tel... Non, c'est pas ça. Vous pouvez être implanté si vos équipes n'ont pas fait un travail méticuleux, sérieux. Vous pouvez vous planter. Si vos collecteurs n'ont pas reçu les moyens pour se déplacer, certains sont restés à Abidjan et on demande aux gens qui sont dans d'autres régions de venir se faire donner leur parrainage ici à Abidjan. C'est pas comme ça que ça se passe. La loi a un esprit et a une lettre. L'esprit, c'est que vous allez dans chaque région que vous avez choisi. Il y a 31 régions et 2 districts. Vous choisissez 17. Quelqu'un a dit aussi que oui, le RHDP n'a pas reçu 1% de l'électorat. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait de choisir, de trouver 1% de l'électorat dans 17 régions ou districts. Quand vous l'avez fait, c'est fini. Si vous choisissez Abidjan, il vous faut 23 000 parrains. 23 000 et peu plus parrains. Si vous n'avez pas les 23 000 parrains, Abidjan est invalidé. Alors si pour faire le malin, vous choisissez Abidjan et que vous vous retrouvez avec des parrains absents, il ne faut pas s'en prendre à la commission, pas s'en prendre au Conseil constitutionnel. Dans un pays organisé, structuré, les décisions du Conseil constitutionnel sont respectées. Et il faut que... C'est vrai qu'on dit qu'en politique, ou bien dans la vie, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée, mais nos hommes politiques en font un peu trop. Il faut pas trop de mauvaise foi. S'il te plaît. Moi, je prends... Bon, notre ami Assalé, il dit, on a vérifié cette chose pendant 4 heures. Pourquoi? Pourquoi lui seul, on vérifierait la CEI pendant 4 heures? Et qu'on n'a pas vérifié pour le chef de l'État pendant 4 heures. Et qu'on a, tous les candidats, passé à peine 30 minutes à la commission électorale. Bon, il faut que nos amis arrêtent. Ils n'ont pas reçu les parrainages, qu'ils acceptent de se remettre en cause. Et de se préparer. On a vu M. Billon. Il a fait le tour de toutes les régions qu'il a retenues pour ses parrainages. Lui-même était avec ses équipes. Ils ont mis les moyens. J'entends mes amis du FPI dire oui, le président a fait. Mais le président a fait, je ne sais pas pourquoi il est surpris qu'il n'ait pas eu les parrainages. Ceux qui ont fait les parrainages n'ont reçu aucun moyen pour le faire. On a dit oui, ils sont les militaires, ils vont le faire.
Ils n'ont reçu aucun moyen. Le président Affi sait que le FPI est en crise depuis le dernier congrès. On ne va pas faire de fixation sur le président Affi. Oui, je dis, parce qu'il ne faut pas dire ceux qui se plaignent. Parce qu'il faut aussi éclairer les Ivoiriens. Son parti est en crise, son discours est illisible, inaudible aujourd'hui. Les militants sont déçus, sont découragés. Il a sous-estimé la désaffection des militants. Voilà. Donc, c'est des réalités tangibles. Donc, il faut qu'on arrête ce procès au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale, surtout à la Commission électorale qui n'a rien à voir dans cette affaire. Et je répète, critiquer les décisions du Conseil constitutionnel, s'opposer aux décisions du Conseil constitutionnel est punissable. Vous le faites, vous tombez sur le coup de loi, vous l'avez cité clairement. Donc, il faut que les Ivoiriens apprennent, surtout nos hommes politiques, apprennent à être responsables. On a vu beaucoup de gens qui sont restés à Abidjan, dans le siège de leur parti, les gens qui ne sont pas allés sur le terrain, ils ont tous mis de côté les tablettes, qui auraient pu garantir, parce qu'avec la tablette, dès que votre parrain est identifié, si le parrainage est bon, il indique tout de suite. Ça ne dure pas plus de 30 secondes. Mais non, comme ils voulaient faire du faux, tout le monde a mis les tablettes de côté. Oui, ça ne marche pas. On vous a donné 100 tablettes. À supposer même que 2 ou 3 ne marchent pas. Et le reste, vous ne pouvez pas utiliser. D'accord, on vous a bien compris. Donc tout le monde s'est rué sur le fichier Excel, et ils ont été pris, ils ont fait du faux, et puis maintenant, tout le monde crie au loup. Mais il faut qu'on soit sérieux. Parce que ce qui est le risque, si le Conseil constitutionnel donne, et si le Conseil constitutionnel donne les preuves, et qu'on les met aux arrêts, ils vont accepter? Merci Guillaume, on vous a entendu. Augustin, je veux préciser qu'on va permettre à tout le monde de se prononcer, un premier tour de table, et je vous donnerai ensuite la parole. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas. Yacouba Doumbia, c'est à vous. Alors, c'est quand même bon qu'on fasse un exercice pédagogique en ce qui concerne la question des parrainages. Vous avez votre temps de parole. Ça va permettre au public et aux populations de comprendre un peu ce qu'il en est exactement. Alors, en ce qui concerne le parrainage, il faut distinguer 2 grandes choses. Il y a les collecteurs et ensuite il y a le mode de collecte. En ce qui concerne les collecteurs, il y a 3 types de collecteurs. Donc, vous avez les collecteurs centraux, vous avez les collecteurs régionaux, et puis vous avez les collecteurs départementaux et sous-préfectoraux. Et la CEI, le temps de formation requise par la CEI, c'était 1 mois. Mais pour cette opération, la CEI a pris 2 mois pour former. Et c'est les partis politiques qui désignent les collecteurs. Donc, vous désignez votre collecteur régional et vos collecteurs départementaux. La CEI les forme à la manière dont la collecte doit se faire. Quand cette étape est passée, vous avez une carte qu'on vous remet. Si vous le permettez, voici, chaque parti politique a cette carte. Et cette carte, vous avez les 31 régions avec les 2 districts. Vous avez le nombre d'électeurs et les 1% appliqués qui donnent le nombre de parrains à avoir. Donc ça permet aux partis politiques ou aux candidats d'étendre ses capacités en fonction justement du nombre de parrains requis dans la zone. Donc je prends par exemple un exemple, vous avez le Bunkani, vous avez 89 669 électeurs, les 1%, ça fait 897. Donc naturellement, vous avez la possibilité de choisir le Bunkani parce que c'est beaucoup plus facile pour vous de recueillir les 897, comment on appelle ça, électeurs. Alors, sur le plan pratique, comment ça se passe? Ils ont eu les tablettes, donc vous déployez vos collecteurs qui sont censés maintenant aller collecter. Donc il y a 2 modes. Vous avez les tablettes, comme je l'ai dit tantôt, ensuite vous avez le fichier Excel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup, comme l'a dit Guillaume Bateau, ont mis de côté les tablettes et se sont appuyés sur les fichiers Excel. Sauf qu'à ce niveau-là, les gens n'ont pas joué franc jeu. On ne dit pas que le candidat il est malhonnête, puisqu'il a bâti sa campagne sur sa réputation. On dit que ceux qui l'ont commis à la tâche, malheureusement, n'ont pas fait le boulot pour lequel ils ont été déployés. Donc, certains collecteurs se sont assis, ils ont pris souvent le fichier électoral, en fonction de leur zone, et puis ils ont fait juste du copier-coller, Mais ça se sait à partir des croisements. Donc quand tout ça est fait, que vous venez au niveau de la CEI ne fait que réceptionner vos parrains. Donc quand vous venez, il y a le nombre de parrains requis en fonction des zones que vous avez. Donc quand vous choisissez vos 16 régions et le district, si tout ça correspond, je dis n'importe quoi, à 35 000 parrains, donc quand vous venez, la CEI réceptionne le fichier Excel, vérifie avec vous et dit, bon, écoute, vous avez déposé, j'ai dit n'importe quoi pour le fichier Excel, 25 000, on est tous d'accord, on vous donne ce qu'on appelle un accusé de réception. Maintenant, ce qui est dans la tablette, la CEI là, puisque c'est connecté directement à son serveur. Donc, sur la tablette aussi, si vous avez le nombre de parrains collectés. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que tous les contestataires qui contestent justement la décision, ou du moins qui ne sont pas d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel, sont incapables de nous sortir l'accusé de réception. Ce n'est pas quelque chose qui est confidentiel. On vous le remet parce que vous êtes tombé d'accord que c'est bel et bien les 25 000
parrains que vous avez collectés. Mais tout le monde a fait conférence de presse, personne n'a sorti l'accusé de réception. On aurait pu le comprendre si vous sortez l'accusé de réception pour dire, écoutez, nous on a là la CEI, on nous a donné l'accusé de réception, c'est 25 000 qu'on a déposé, et ça, voilà ça, la CEI là, mais le Conseil constitutionnel dit que c'est 20 000 qu'on a déposé. Là, en ce moment, vous serez audible. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, quand tout est transmis au Conseil constitutionnel, les techniciens maintenant vont passer au filtre vos différents parrainages, notamment sur le fichier Excel. Donc, il y a 4 filtres. Le premier filtre, est-ce que le parrain est électeur? Ça, c'est le premier filtre. Quand vous passez le premier filtre, est-ce qu'il est issu de la région où il a donné son parrainage? Ça, c'est le deuxième filtre. Le troisième filtre, est-ce qu'il a donné son parrainage à autre que vous? Ça, c'est le cas des doublons. Et le quatrième filtre, c'est est-ce qu'il s'est déplacé physiquement pour venir vous donner le parrainage? Et là où il y a eu des difficultés, c'est sur 2 niveaux de filtre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment de la région? Mais ça peut s'entendre, puisque le parrainage s'est fait dans une période où c'était les vacances. Donc, il y a eu des mouvements des uns et des autres. Donc, le collecteur qui n'est pas suffisamment rigoureux, s'il a en face de lui quelqu'un qui est issu, par exemple, de la région des Lagunes, mais qui s'est retrouvé dans la région du Gord, qu'il donne son parrainage, naturellement, c'est un parrainage qui sera invalidé. Et puis maintenant, le dernier filtre, est-ce qu'il s'est déplacé physiquement? Non, il y a certains collecteurs qui ont juste fait du copier-coller, comme je le disais. Je vais vous prendre un exemple simple, avant de venir ici, puisque on a investigué, on a suivi un peu cette histoire de collecte. À Ngolodié, qui est dans la sous-préfecture de Goulia, dans le Folon par exemple, il y a un candidat dont le collecteur est allé dans un établissement scolaire, il allait juste, puisque là-bas, il y a encore le fichier, la liste électorale définitive est encore affichée dans certains établissements, dans certains villages. Il allait juste faire la photographie, il s'est assis, et puis il a relevé les différents noms et prénoms avec le numéro de l'électeur. Parce que sur la liste électorale définitive, ce n'est pas le numéro de la carte d'électeur, mais c'est plutôt le numéro de l'électeur. Et beaucoup n'ont pas fait attention. Ils pensent que le numéro qui est en face du nom, c'est le numéro de la carte d'électeur, ce qui n'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont copié textuellement et puis ils ont rempli leur fichier qu'ils ont envoyé. Alors ce qui s'est passé, c'est que certains jeunes qui ont découvert la supercherie ont saisi le chef de village de Ngolodié. Ça peut se vérifier parce que je suis très précis, de Ngolodié. Et le chef de village a saisi le sous-préfet pour dire qu'il y a des candidats ou des représentants des collecteurs, parmi les 4 protestataires, qui est venu faire juste de la photographie. Ils ont saisi le sous-préfet. Il s'entend que l'autorité administrative se dit, de toutes les façons, en haut, ils ont les moyens de vérifier. Ce n'est pas la peine d'en faire un tollé. Ils ont les moyens de vérifier et ils découvriront. Donc voilà un peu, de façon ramassée, l'explication du parrainage. Donc, il faut que les gens comprennent que ce qui a été fait, ça a été fait de façon professionnelle. Il n'y a pas eu de volonté de léser qui que ce soit. C'est le nombre que vous avez déposé qui a été transmis au niveau du Conseil constitutionnel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous sortez les accusés de réception. Et puis, deuxième chose, on peut même comprendre les cris d'orfraie et tout ça. Mais je parle sous le couvert des enseignants. Je crois qu'en criminologie, il y a ce qu'on appelle les motivations. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas, on peut comprendre, mais qu'est-ce qui peut motiver la décision? Mais quand vous regardez au fond, le PDCI ne se plaint pas des questions de parrainage, quand bien même son candidat n'est pas éligible parce qu'il n'est pas électeur. Pourquoi? Parce que le PDCI a obtenu ses parrainages. Mais comme ils sont dans le front commun avec le PPACI, le PPACI aurait pu quand même se rapprocher du PDCI pour comprendre pourquoi vous, par exemple, vous avez pu obtenir vos parrainages et comment vous vous y êtes pris. D'accord. Voilà un peu... Merci Yacouba Doumbia, on reviendra à vous, certainement. Arthur Kamena Yoboué, c'est à vous. Oui, M. Djarassouba, lorsqu'on écoute les débats, on se rend compte que parmi tous ceux qui ont été déclarés, soit recevables ou irrecevables, une catégorie d'acteurs qui se plaint. Moi, j'ai essayé d'observer la liste électorale, pas la liste électorale, la liste des retenus, et j'ai fait rapidement une petite typologie de la liste. Des profils. Des profils, voilà. D'abord, j'ai dénommé 3. Il y a d'abord ceux que j'appelle les figurants, qui étaient sur les 60. Les figurants sont... Je prends un film, je m'inscris dans un film où il y a des personnes qui passent et qui sont dans le film et qui n'ont pas un rôle particulièrement déterminant. Donc, parmi ceux-là, je note ceux qui savaient pertinemment qu'ils ne seraient pas sur la liste définitive. Je note ceux qui n'ont pas l'âge requis, qui n'ont pas payé les 50 millions et qui n'ont même pas... en âme et conscience atteint le parrainage. Donc ceux-là, ils savaient pertinemment que sur la liste définitive, ils ne seraient pas. Dans la deuxième catégorie que je note, j'appelle les frustrés relatifs. J'ai fait allusion à tous ceux qui sont allés sur le terrain,
qui ont travaillé techniquement, qui ont payé les 50 millions, qui étaient sur la liste électorale et qui ont déployé toute une énergie, toute une batterie et à la fin qui n'ont pas le résultat attendu. Donc ceux-là, ils sont des frustrés relatifs. Et puis je note une autre catégorie que j'appelle les légitimes, c'est-à-dire que ceux qui, dans la conscience collective, qu'il était impossible pour eux de ne pas être sur la liste électorale. Je prends le cas du candidat du RHDP, c'est-à-dire que vous allez soit au RHDP, à l'opposition, en Côte d'Ivoire, à l'extérieur, c'est inadmissible. Dans la conscience collective, c'était impossible qu'il ne soit pas sur la liste. Donc, parmi ces trois catégories-là, comme Yacouba Doumbia l'a souligné, parmi ceux qui ont été jugés irrecevables, il y a ceux qui sont plus les frustrés relatifs parce qu'ils ont déployé un certain nombre d'énergie et qui n'ont pas vu les attentes sociales manifestées. Donc, cela ramène quoi? Cela permet de questionner même le système en termes de processus de filtration. On nous avait dit que le parrainage était un moyen en griffe d'éliminer les candidatures fantaisistes. Mais je note que ça n'a pas permis de maîtriser l'outil même, l'outil de marquer son ancrage territorial. Donc, le parrainage, c'est une activité technique. Au-delà de tout ce qui est déployé, c'est une activité technique et qui n'a pas été maîtrisée. Donc, ça ramène sur le tas la question même de la confiance dans les institutions. Quand je ne dis pas que les décisions du Conseil constitutionnel doivent être discutées, mais je parle de la réaction de ceux qui se sont positionnés, puisqu'ils ont donné des éléments de preuve. Le candidat AFI note qu'il y a des parrainages qui ont été ajoutés à sa liste qu'il a déposée. C'est ce qu'il a donné dans le discours. Il y a le candidat de Assalé Tiemoko qui note qu'il avait des parrainages, 3000 réserves qui étaient là, mais qui n'ont pas permis de pouvoir combler ces besoins-là. Il y a le candidat de Vincent Taubiré qui note que le candidat du HDP n'a pas atteint ces parrainages. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là, avec les preuves à l'appui selon qui démontrent, remettent en cause même la question de la non-politisation même de la liste électorale. Pas la liste définitive. Ça donne l'impression qu'il y a toujours une main qui intervient à travers ce système-là pour pouvoir éliminer des candidats. Donc c'est ancré dans la pensée de chacun, dans la pensée collective, que cet instrument-là est plus éliminé que de bâtir la démocratie. C'est ce qui se positionne à travers tout ce discours qui se présente. D'accord. Arthur Banga? Je ne sais pas pourquoi tu opposes éliminer des candidats et bâtir la démocratie. Dans toutes les démocraties, on élimine des candidats. À chaque fois qu'on fixe des règles, on élimine. Si moi je veux en France que je vais être président, je ne pourrais pas. Et de toutes les règles qu'on a mises, à part les règles de citoyenneté, c'est-à-dire la nationalité, etc., celle-là, c'est la règle la plus démocratique. Parce qu'il s'agit, pour des citoyens, de soutenir ta candidature. J'aurais même préféré qu'on se plaigne des 50 millions qui concernent la puissance matérielle qu'une puissance d'implantation, d'ancrage et d'organisation. Donc, il faut arrêter à chaque fois de condamner parce qu'on met des règles. À chaque fois qu'on met des règles, on élimine. Et ça n'empêche pas la démocratie. Je ne vois pas de quoi vous parlez quand vous dites que ça empêche la démocratie. Le parrainage, il se pratique... Je veux dire, vous pouvez faire le contrôle. Hein? Il y a plus de pays où il y a des parrainages que le contraire. En Côte d'Ivoire, on n'est pas au premier parrainage. En 1995, un monsieur comme Soumayadi, du Parti libéral de Côte d'Ivoire, n'a pas été candidat. Il y avait 5 candidats qui ont déposé leur candidature. Il y a 3 qui ont été éliminés parce qu'ils n'avaient pas le parrainage en 1995. Voilà. C'est ce qu'on a choisi. On l'a voté. On l'a voté d'abord dans notre constitution et puis dans notre code électoral. Il faut accepter les règles du jeu. Mais j'ai envie de dire qu'on est malheureusement dans un pays où on a une classe politique qui manque de responsabilité. On a des gens qui ne sont pas responsables. C'est pas un peu fort ça, Arthur? Non, mais c'est réel. Mais il ne faut pas généraliser. Hein. Non, je dis, il y a des. D'accord, très bien. J'ai temporisé, mais je vais expliquer. Mais quand je prends un candidat comme Vincent Tobi, mais dès qu'il a fini d'annoncer sa candidature, le lendemain, il a commencé à attaquer les parrainages. Sa première conférence était pour attaquer les parrainages. Il sait très bien qu'il ne va pas les avoir. Et j'ai expliqué plusieurs fois pourquoi il n'allait pas les avoir. Il ne les a pas.
Il vient dire aux Ivoiriens que le président, le candidat du RHDP ne respecte pas les 1%. Pourtant, il sait très bien qu'il ne s'agit pas de 1% de l'électorat, il s'agit de 1% de la moitié des circonscriptions que tu choisis. Moi, c'est de la mauvaise foi, clair. Bon, moi, je n'étais pas surpris pour certains. Il y a des signaux. Je reviens sur Afinguessan, il y a des signaux. Afinguessan est en dégringolade depuis 2018. Sa dernière victoire, c'est 2018. 2020, il a boycotté les élections. 2023, même dans sa région où il était président du conseil régional, il a gagné une seule circonscription, Bongouanou, sous-préfecture lui-même. Tous les autres ont été battus. Ensuite, lui-même, voici les Guillaume qui étaient pratiquement son porte-parole sur ce plateau qui les ont quittés. Donc, il est dans quelque chose qui dégringole. Ils sortent l'argument de 2020 que certains... Mais en 2020, les cartes d'identité qu'on a utilisées en 2020, c'est la carte d'identité de 2009. Elles étaient encore possibles en 2020. Donc, si tu te caches avec ton fichier Excel de 2020, que tu vas le répéter en 2025, mais ce n'est plus la même carte d'identité. Donc, on va dire qu'on ne connaît pas. Voilà. Quand je prends nos amis du PPACI, eux-mêmes PPACI, le 12 août, ils ont fait une communiqué pour dire attention au parrainage. Le 14 août, la une de l'avenir est là, très claire. PPACI piétine, Domelo accélère. Mais c'est des signaux. On a déjà fait une émission ici où ils n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient obligés d'aller courir maintenant aller rattraper les parrainages. Donc il y avait des choses qui étaient évidentes. Bon, je ne vais pas dire évidentes peut-être, mais qui montraient qu'il y avait des signes pour certains dans lesquels on devait s'inquiéter. Et puis finalement, au lieu d'à chaque fois, rentrer dans du bashing, attaquer les institutions, mais attendez, vous aspirez à être président d'une république. Vous n'allez pas à chaque fois, vouloir livrer les institutions à la vindicte populaire. Mais questionnez-vous un peu diantre. À chaque fois, ce n'est pas eux, c'est la CEI, c'est le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que vous-même, vous êtes assis pour dire, mais comment ça se fait que nous, un parti, d'après vous, si représentatif, jusqu'au 12 août, on vient de faire un communiqué pour rappeler qu'il a des problèmes de parrainage? Est-ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment formé ces collecteurs-là? Pourquoi a-t-on refusé les tablettes? Parce que les tablettes, en 2020, déjà, contrairement à ce que Augustin dit, des candidats importants, comme Mabri Touakes, Mamadou Koulibaly, Amontano Marcel, ont été éliminés parce qu'il n'y avait pas de parrainage. Ils ont contesté. C'est à partir de leur contestation, là, qu'à Bassam, ils ont décidé de mettre en place, les deux séminaires de la CEI, ont décidé de mettre en place les tablettes. Mais bon, on ne va pas toucher les tablettes parce qu'on crée à chaque fois de la défiance, de la méfiance envers les institutions. Mais si tous les Ivoiriens continuent dans ce bashing des institutions, mais on affaiblit notre République. Je suis désolé. D'accord. On déconstruit notre République. Donc, pour terminer, Ali, il faut que nos hommes politiques soient responsables. Qu'ils apprennent eux-mêmes à s'interroger sur leurs échecs, plutôt qu'à chaque fois de condamner la CEI. La CEI leur a donné des tablettes, la CEI leur a donné des PV. La CEI, c'est eux-mêmes qui ont dit non, il ne faut pas que la CEI regarde, elle a transmis. Et le conseil constitutionnel a travaillé. C'est comme si on me dit faut que c'est comme si un élève, les élèves qui ont échoué au bac demandent désormais, il faut que nous soyons là qu'on corrige nos copies. Parce qu'on veut toujours fragiliser les institutions, jamais mettre les gens face à leurs responsabilités. D'accord. Déron-Simi? Bon, d'accord. Moi, je voudrais débuter par vos propos liminaires, qui semblaient un peu rejoindre ceux de Guillaume. La contradiction, je ne pense pas que ce soit la contestation. Parce que si tel est qu'on veut percevoir au premier degré, le fait qu'on cherche à comprendre, qu'on remette en cause, si on doit percevoir ça comme une infraction, alors toutes les décisions du Conseil constitutionnel, on dira amène-moi, Amina, ben voilà. Moi, je suis là en tant qu'universitaire, je suis là pour donner mon avis, pour analyser. On peut au moins chercher à comprendre les décisions du Conseil constitutionnel. C'est exactement ce que je dis. Donc c'est dans ce sens parce que... Ce que je dis, c'est qu'il y a un article de la Constitution, ce sont des faits que j'ai rappelés. Je le dis clairement, parce que tout à l'heure, il y a Atu qui parle des bashing, il y a Guillaume qui a dit, bon, faut pas... C'est légitime que des gens s'expriment quand ils ne comprennent pas des choses. C'est leur droit.
Parce qu'il ne faut pas s'ériger en censeur comme si, bon, il y a la Constitution, ça va faire ça. Les gens s'expriment, qu'on laisse les gens s'exprimer pour ne pas que ça ressemble à une épée de Damoclès. Le Conseil constitutionnel est, pour moi, pourvu d'éminents juristes. Si elle estime qu'il y a une infraction envers elle, elle saura utiliser les moyens pour s'auto-saisir au moment opportun. Justement, nous, en tant que chef de télévision, on ne peut pas tomber sous le coup de cette sanction. C'est pour ça que j'ai fait cette précision. Ok. Allez-y, docteur Diro. Quand je reviens sur vos propos, par exemple, le problème, c'est qu'il y a des faits quand même qui intriguent dans le narratif qui est donné par le Conseil constitutionnel. Bon, quand le Conseil constitutionnel nous dit, par exemple, que le code électoral est une loi organique, bon, on va dire encore, mais ce n'est pas possible en droit. Même quand vous prenez l'ordonnance 2020-356 du 8 avril, je crois, qui porte la révision du code électoral, c'est écrit dessus ordonnance. Non, ce n'est pas une loi organique. C'est écrit dessus ordonnance, ce n'est pas une loi organique. Quand vous prenez une loi organique, c'est écrit dessus loi organique. Et la loi organique n'a pas le même fonctionnement. Hein. Il y a la loi ordinaire, il y a l'ordonnance, la loi ordinaire, la loi organique. Quand vous prenez par exemple le code électoral de 94, la loi 94-642 du 13 décembre, portant code électoral. L'article 136, je crois, de la Constitution, parle du fonctionnement et de l'organisation du Conseil constitutionnel. On parle des parrainages. Voilà. S'il vous plaît. Mais il y a une loi organique qui dit clairement, la loi organique 2022-222 du 25 mars. Mais on a entendu, par exemple, la présidente, moi j'ai entendu, moi je n'ai pas suivi, dire par exemple, en faisant un recours à l'article 51, parler de loi organique pour pouvoir faire recours au code électoral. Juridiquement, je n'ai pas des prémices en droit, mais ce n'est pas des choses qui semblent factuelles. Ce premièrement, je veux dire que quand il y a ce genre de discours autour du narratif du Conseil constitutionnel, pour un communiqué aussi important, il y a de quoi que des suspicions se créent. Je dis, je mets quiconque au défi. Comme vous avez des preuves, tout à l'heure, Yacouba Doumbi a montré ses preuves. Quand on prend l'ordonnance par rapport au code de l'électoral, c'est marqué dessus ordonnance. Or, on a voulu justifier par une loi organique. Donc, quand ces gens d'argumentaire est convoqué pour justifier l'irrecevabilité de certaines candidatures, mais il est tout à fait logique qu'on s'interroge. Le code électoral même, la manière dont c'est... Le code électoral, c'est par ordonnance. Pourtant, c'était d'abord une loi. Une loi qu'on modifie par ordonnance. Jusqu'à aujourd'hui, l'ordonnance n'est pas encore ratifiée, à moins que je n'ai pas bonne mémoire. Sinon, si c'est ratifié, s'il vous plaît, si c'est ratifié, on mettra dessus loi. C'est des méthodes qui sont questionnables. Si monsieur Assalé Thiomoko, bon, moi je l'estime, hein, bon, je l'observe, il a l'air quand même responsable, c'est un député. S'il dit qu'il a le procès verbal, ben, qu'il le montre. Là, je rejoins Yacouba. Qu'il le montre. S'il ne l'a pas, bon, ça ne sera pas sa parole. Sinon, s'il montre qu'il a fait 4 heures, qu'il dit l'affaire, moi c'est qui? Parce qu'il n'est pas le seul à se plaindre. Il y a M. Assalé Thiomoko qui se plaint, il y a M. Vincent Tobi qui se plaint, il y a M. Afi aussi, qui semble dire que le nombre de parrainages déposés n'est pas en adéquation avec ce qui est déclaré. Et il y a le PPACI qui estime que le quota qui lui est pourvu pour déterminer le pourcentage n'est pas le même que les autres. C'est pourquoi, bon, nous autres, on n'est pas forcément spécialistes, c'est vrai qu'on en parle. Il serait intéressant que des gens nous fournissent des preuves pour dire aussi peut-être le contraire, même si le Conseil, parce qu'on est, nous autres, il y a beaucoup de profanes parmi nous. Donc il serait intéressant d'éclairer. Mais je veux dire, là où je pense que le Conseil constitutionnel est dans son rôle, l'article, je crois, 54 précise que les gens connaissaient quand même les règles avant de s'y engager. Là, je suis d'accord avec le Conseil constitutionnel parce qu'il est notifié qu'on ne les saisit que pour les doublons. Voilà, les doublons. Les autres, mais quand on leur dit, parce que ça peut servir aussi d'arme pour éliminer les candidats gênants, en fait. Donc, dans ce sens-là, M. Assalé, il fait une analyse, mais en même temps, il fait des propositions pour dire qu'il serait intéressant. Parce que, bon, c'est bien beau, hein, demander à une institution, c'est vrai que c'est écrit, mais on dit il a 11 000 faux numéros de pièces d'identité. Bon, excusez, mais c'est vrai que c'est le Conseil constitutionnel, on ne dit pas, mais si des preuves accompagnaient, mais ce serait réconfortant pour tout le monde. Et on estime qu'il y a un travail en amont qui a été suffisamment mené pour pouvoir déterminer ces éléments. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. D'accord.